Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de commencer cette séance du conseil municipal, qui est la dernière séance avant les vacances que les uns et les autres peuvent prendre. Je vous informe que le prochain conseil municipal est prévu tout début septembre. La date n'est pas fixée, mais on sera dans la première quinzaine, mais même avant les premiers 10 jours de septembre, pour passer un certain nombre de points qu'il faut passer avant cette date. Bien, en communication, sont absents ayant donné procuration Madame Kiefer à moi-même, Madame Klein-Morawski à Madame Eisenbach, Monsieur Wojciechowski donc à son départ à Madame Selmazik, Monsieur Vecchio à Monsieur Atmania qui vient d'arriver. J'ai oublié personne? Non. Bien. En remerciement. Alors, remerciement pour la mise à disposition de la salle du centre culturel de la part de Madame Bérangère Milot, inspectrice de l'éducation nationale, et ses conseillers pédagogiques, Madame Jeanne Rossini et Monsieur Rominet, qui nous remercient chaleureusement la municipalité pour la mise à disposition des salles du centre culturel Pierre Messmer dans le cadre des rencontres chantantes du 26 juin 2025, ainsi que de la salle Truffaut pour la restitution d'un projet transfrontalier du 20 juin 2025. Ces événements ont permis de valoriser le travail de près de 80 élèves dans d'excellentes conditions grâce au soutien de la ville et l'implication des équipes du centre culturel, qui sont toujours très bien. J'en profite peut-être pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur la réussite de la fête de la musique, que ce soit les services municipaux, les commerçants ou les associations. Voilà, une très belle réussite. Il faut dire que la météo était avec nous. Remerciements encore pour la mise à disposition de la salle du foyer Émile Huchet, de la part de Madame Alexandra Chambert, directrice de la micro-crèche des Roses et des Choux de Saint-Avold, qui remercie la municipalité pour la mise à disposition et la gratuité de la salle du foyer Émile Huchet. Elle salue également l'engagement de l'équipe municipale qui reflète un véritable esprit de service public et de proximité avec les citoyens. Alors, point modifié. Vous avez trouvé sur votre table le point numéro 4 dont la rédaction a été légèrement modifiée. Monsieur Letellier. Monsieur Letellier, qui en est le rapporteur, vous donnera les précisions tout à l'heure. Je vous informe que je retire le point numéro 11 qui est un point d'information et que je pense qu'on peut simplement l'inscrire en tant qu'information à la séance de ce conseil. C'était simplement pour rectifier une erreur. Donc vous avez la libération, hein, une erreur lors du ROB sur le pourcentage d'absentéisme. C'est bien ça. Donc voilà, il s'était glissé une erreur dans le... Alors on me dit que c'est la remontée du logiciel qui a été incomplète. Mais voilà. Mais en tout cas, vous avez la rectification, la bonne information. En point supplémentaire, vous avez été destinataire d'un mail d'un point supplémentaire numéro 1 relatif à la fête de la bière pour l'édition 2025 qui vous a été transmis hier, le 9 juillet, à 10h50. Le motif de ce rajout vient du fait de la validation tardive des tarifs et du projet de convention par la trésorerie. La délibération n'a pas pu être transmise dans les mêmes conditions que les autres. Considérant toutefois que la vente des billets doit commencer, il faut qu'elle commence assez tôt, qu'il souhaite la commencer pour le 14 juillet, cette délibération est présentée en urgence, pour autoriser la vente de ces derniers. Le secrétariat du conseil municipal tient à votre disposition des exemplaires papier, pour ceux qui ne les ont pas. Vous avez posé sur les tables, peut-être, éventuellement, ou pas? Non, ils ne sont pas sur les tables. Voilà. C'est traditionnel. Hein, hein? Ah, donc on va vous l'apporter. Voilà. Il y a des observations particulières. Bien, M. Atmania en a demandé une. Voilà. Donc, il sera abordé en fin de séance. Est-ce que vous avez des objections pour le rajout de ce point supplémentaire? Pas d'objection. Merci. Vous trouvez également sur vos tables, pour information, le rapport sur les résultats de la consultation citoyenne relative à la zone bleue, donc qui sera abordé au point numéro 13. C'est M. Letellier qui nous présentera le point. Où je suis. Hop, voilà. Ça va.
Alors, point numéro 1. Alors, il s'agit de la délibération de la transformation de la régie Énergis en une société d'économie mixte locale. J'avais déjà fait cette remarque parce qu'il y a eu des délibérations précédentes, et j'avais déjà fait la remarque, c'est certainement là, alors en matière de décision et d'impact sur beaucoup de choses, sur l'avenir de la régie, l'avenir de ses employés, et voilà, donc je pense que c'est une des délibérations les plus importantes du mandat. Donc c'est moi qui vous présente ceci. Alors, la délibération est assez longue, mais je tiens quand même à vous la lire dans son intégralité. C'est important. Alors, un petit peu pour le contexte, Énergis a souhaité entamer en 2023 une réflexion sur la forme juridique, constatant que son statut de régie pose un certain nombre de limites à son fonctionnement et au développement de son activité, en particulier la rigidité budgétaire, l'application des règles de comptabilité publique et les limites territoriales. Alors, pour être plus précis sur les limites territoriales, Énergis est limité sur le banc de Saint-Avold. Donc, des limites territoriales posées à son activité du fait de son statut, dans un contexte concurrentiel et réglementaire remettant en cause son modèle économique à terme. Elle a, dans ce cadre, envisagé de modifier son statut et de recourir à une forme sociale permettant de s'affranchir de ces contraintes, et a retenu la possibilité de transformer la régie en une société d'économie mixte locale, une SEML. Le conseil municipal de Saint-Avold a donné son accord à ce projet et voté la création d'une SEML à effet au 1er janvier 2026 avec un ou plusieurs partenaires privés de type ELD. Donc ce sont des régies comme les Énergis, à la hauteur d'un capital de 15 à 20% du capital maximum par la délibération du 19 décembre 2024. Elle a chargé Énergis par délibération de trouver des partenaires privés de type ELD pour mener à bien ce projet. Le conseil municipal a été régulièrement informé de l'avancement du projet, notamment par le truchement du groupe de travail ad hoc qui a été constitué pour suivre ce dossier. Alors, dans ce contexte, et suite aux manifestations d'intérêt qu'elle a reçues, Énergis s'est rapprochée de l'UM, donc c'est Metz, de Gaz de Bar et d'électricité de Strasbourg. Il est à noter que la Banque des territoires a également été approchée. Cette dernière a répondu en réunion du 17 avril 2025 qu'elle n'interviendrait qu'en cas de carence de partenaires pour obtenir le minimum requis 15% pour la création de la SEML. La perspective d'une entrée de ces 3 candidats ELD au sein du capital social de la future SEML permettrait à la fois de conserver l'identité d'acteurs de proximité d'Énergis, tout en disposant de l'appui et de l'expérience des partenaires capables de l'accompagner dans son développement et de l'aider à mettre en place de nouveaux relais de croissance. À l'issue des négociations menées avec ses partenaires potentiels et après réunion avec le groupe de travail du conseil municipal, le conseil d'administration d'Énergis a, par décision du 19 juin 2025, préconisé de privilégier l'hypothèse d'un partenariat avec les 3 partenaires potentiels susmentionnés, à hauteur de 5% du capital social chacun, sur la base d'une proposition de prix uniformisée. Le conseil d'administration a également reconnu la nécessité pour la commune de consentir à ses futurs partenaires une garantie d'actifs et passifs permettant de les garantir pendant une période donnée contre les conséquences financières liées à un événement antérieur à la transformation. Une procédure d'information-consultation préalable du comité social économique, le CSE, de la régie Énergis, réunissant les représentants des salariés et les représentants syndicaux, a été menée de façon régulière le 30 avril et le 20 juin 2025. Notamment, le CSE a été informé de l'absence d'incidence de cette opération sur les contrats de travail des salariés, intégralement repris au terme de l'opération avec leur ancienneté et le bénéfice de l'ensemble des avantages acquis, ainsi que l'application du statut national des industries électriques et gazières
dont ils relèvent. Les membres du CSE ont pris connaissance des partenaires potentiels ci-dessus proposés. Un avis favorable a été émis sur le projet de transformation. Les services de l'État ont également été préalablement informés du projet. Dans ce contexte, le conseil municipal est appelé à statuer sur le projet de transformation de la régie Énergis selon les modalités décrites ci-dessous. Donc, les modalités de transformation de la régie, d'une part, la dissolution de la régie et la remontée des actifs dans les comptes municipaux. La transformation de la régie passe par sa dissolution préalable et la reprise de l'ensemble des éléments d'actifs et passifs dans les comptes municipaux, sur décision du conseil municipal. Les budgets correspondant à la remontée des comptes de la régie dans ceux de la municipalité ont été créés par délibération du 19 décembre 2024. Cette dissolution produira ses effets le 31 décembre 2025. La future SEML Énergis se substituera pleinement à la régie au 1er janvier 2026 sans interruption de son activité, afin de respecter les impératifs de continuité du service public. Les comptes de la régie seront arrêtés à cette date et l'actif et le passif seront repris dans les comptes de la commune. La création donc maintenant de la future SEML Énergis, préalablement, le maire de la commune de Saint-Avold procédera par anticipation, sur délégation du conseil municipal, à la création et à l'immatriculation d'une société d'économie mixte locale avec un capital social limité au minimum prévu par les dispositions du Code des commerces, c'est-à-dire 37 000 €. Cette société, dans un premier temps inactive, entrera en fonctionnement le 1er janvier 2026. L'entrée au capital de ces futurs partenaires se fera aux conditions juridiques et financières telles que prévues et définies au sein du document synthèse des termes et conditions de l'opération. Les modalités juridiques arrêtées dans ce document seront de conventions expresses reprises au sein du pacte d'actionnaires et des statuts qui seront signés par l'ensemble des actionnaires de la SEML. En contrepartie de sa participation au capital de cette société, la municipalité percevra chaque année les dividendes correspondant à sa quote-part du résultat, c'est-à-dire 85%. Enfin, la SEML reprendra également l'ensemble des éléments actifs et passifs de la régie selon les modalités exposées au point 2.3 ci-dessous. Au terme du projet de statut, le conseil d'administration de la SEML Énergis sera composé de 12 membres répartis comme suit. 6 membres désignés par le conseil municipal. Parmi ces membres, 3 membres personnes qualifiées proposées par le conseil municipal et nommées par l'Assemblée générale de la SEML, et 1 membre proposé par chacun des futurs coactionnaires de la limite des 3 et nommé par l'Assemblée générale ordinaire de la SEML. Le conseil municipal propose au conseil d'administration de la direction générale que la direction générale sera assurée dans la continuité du mandat dont il dispose actuellement M. Hervé de Flandre, qui est à côté de moi et répondra également avec moi aux questions qu'on aura tout à l'heure. Alors, la réaffectation des actifs de la régie Énergis à la nouvelle SEML Énergis. Les actifs de la régie seront confiés à la future SEML via un contrat de concession multiréseau pour les activités de service public et via un contrat d'apport pour les actifs correspondant aux activités hors service public. Les contrats de service public multiréseau. La future SEML pourra reprendre les activités de service public actuellement exercées par la régie dans le cadre d'une délégation de service public matérialisée par un contrat de concession. La régie, en sa qualité d'entreprise locale de distribution, les ELD, dispose d'un monopole légal de distribution d'énergie. Alors, je précise bien un monopole de distribution, pas de vente, puisque certains pensent encore que, et ça c'est comme ça dans toutes les villes où il y a une régie, que les autres fournisseurs ne peuvent pas venir proposer leur offre. Alors c'est entièrement faux.
Alors, ils le font pour les particuliers, mais pour les professionnels, c'est bien le cas depuis de nombreuses années. C'est aussi un petit peu la raison pour laquelle on perd des clients et il faut aller au-delà de nos frontières pour récupérer un petit peu les marchés qu'on a perdus. Et donc, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi d'une nationalisation du 9 avril 1946, reprise par l'article du Code de l'énergie. Donc, un projet de contrat de concession multiréseau reflétant le montant des redevances de concession versées à la commune de Saint-Avold par la SMML a été établi sur la base du modèle réglementaire rédigé par la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et France urbaine pour les contrats de concession de distribution publique de gaz et d'électricité et par l'association Amorce et le syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine, sous la direction du ministère de la Transition écologique pour la distribution de chaleur. Ce contrat prendra effet au 1er janvier 2026. L'ensemble de ces éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation de ces activités de service public, c'est-à-dire essentiellement les réseaux de distribution, seront mis à la disposition de la SML en application du contrat selon liste annexée. En contrepartie, la SML versera à la municipalité une redevance annuelle de concession. La commune reste propriétaire de l'ensemble des actifs liés aux activités du service public et concède la jouissance exclusive à la SML pendant toute la durée de la concession, soit 20 ans. Le contrat d'apport partiel d'actifs. Tous les éléments d'actifs correspondant aux activités hors service public assurées par la régie, c'est-à-dire l'ensemble des activités de fourniture d'électricité et de gaz au tarif de marché, seront confiés à la SML par le biais d'un contrat d'apport d'actifs partiel d'actifs dans le cadre d'une augmentation de capital. En contrepartie de ces différentes opérations, apport partiel d'actifs, contrat de concession, la commune percevra 85% du capital de la SML. L'entrée des partenaires au capital de la SML à hauteur de 15% au total se fera quant à elle en apport numéraire. L'ensemble des documents relatifs à la présente opération, dont le projet de statut de la SML, les termes et conditions de l'opération en précisant notamment les conditions principales et futurs pactes actionnaires, le projet de contrat de concession multiréseau et le projet de contrat d'apport partiel actif ont été présentés aux membres du conseil municipal en commission réunie le 25 juin 2025. En conséquence, au vu de la présentation lors de la commission consultative des services publics locaux du 26 juin 2025 et après avis favorable de la commission réunie du 25 juin 2025 et au vu de ce qui précède, et dans ce cadre, le conseil municipal est donc invité à procéder à la dissolution de la régie Énergis à effet au 31 décembre 2025, à procéder à cette même date à l'arrêt des comptes de la régie Énergis et à la reprise de l'ensemble des éléments actifs et passifs de la régie Énergis dans les comptes de la commune de Saint-Avold, à donner mandat au maire à procéder aux opérations de liquidation conformément au dispositif des articles R22-21-17 du Code général des collectivités territoriales. En deux, à la création de la SML, à approuver la création d'une société d'économie mixte locale d'un capital de 37 000 € en partenariat avec les sociétés UM, Électricité de Strasbourg via sa filiale FIPARES et Gaz de Bar à hauteur de 5% du capital social chacune, à approuver la prise de participation de la commune de Saint-Avold à hauteur de 85% au capital de la société capital social de cette société, à approuver les modalités de prise de participation des futurs coactionnaires aux conditions prévues définies au sein du document intitulé « Termes et conditions de l'opération » sous la condition expresse que les stipulations présentées dans ce document soient reprises dans le futur parc d'actionnaires et ou les statuts, et à approuver le projet des statuts. Voilà, et à approuver la
composition du conseil d'administration proposé, a donné mandat au maire ou à son représentant pour signer l'ensemble des documents nécessaires à accomplir les démarches afférentes à la constitution et à l'immatriculation de cette société. Et pour finir en 3, signature des actes de concession d'apport, à approuver le projet de contrat de concession multiréseau, à approuver le recours à un traité d'apport partiel d'actifs conforme aux principales modalités soumises au Conseil municipal à effet au 31 décembre 2025, conformément au dispositif de l'article 1042.2 du Code général des Codes généraux des impôts. Constate que l'opération remplit les conditions de l'article L 1522.1 du CGI et a donné mandat au maire ou son représentant pour signer les contrats susvisés. Et également à approuver l'ensemble des différentes opérations prévues au niveau de la SML en lien avec la réalisation de l'opération et donc de m'autoriser à signer tous les documents y afférents. Voilà pour l'exposé, pour la lecture de la délibération. Voilà, j'ouvre les questions, s'il y en a, évidemment. Monsieur Atmania, oui. Merci, monsieur le maire. Je souhaite intervenir une nouvelle fois. Je l'ai déjà fait lors de nos précédents conseils qui ont abordé ce point sur le sujet de la transformation de notre régie municipale d'électricité et de gaz en société d'économie mixte. Alors, je voulais revenir tout d'abord pourquoi la SEM et pourquoi cette décision. Je crois que cela n'a pas été suffisamment abordé, pas ici au conseil municipal, mais pour les habitants. Une régie, c'est un mode de gestion à 100% public, directement contrôlé par la municipalité. Elle est souveraine, mais en théorie, ses domaines d'intervention sont limités, de même que le territoire sur lequel elle peut intervenir. Vous l'avez d'ailleurs vous-même rappelé. Cela étant, ça n'a pas empêché la régie de réaliser des interventions dans des communes voisines, certes de façon limitée, mais elle a tout de même pu le faire. Énergie gérée avant l'eau, l'électricité et le gaz. Suite à l'adoption de la loi NOTRe de 2015 et surtout suite à la perte de la présidence de notre agglomération par la ville-centre, elle a déjà perdu la compétence eau au profit d'une régie intercommunale. En devenant une SEM, la structure reste majoritairement publique, mais elle s'ouvre à des partenaires privés ou parapublics. Cela permet d'attirer des financements extérieurs, de bénéficier de compétences techniques ou industrielles complémentaires à celles que nous avons déjà, de gagner en souplesse de gestion. En revanche, cette transformation n'est pas sans conséquences. Elle implique de partager des décisions stratégiques avec d'autres actionnaires, de répartir les bénéfices, de concilier l'intérêt général avec des logiques de rentabilité. C'est donc un choix important qui engage l'avenir du service public de l'énergie à Saint-Avold et qui mérite un débat transparent, car il touche à la fois à la qualité du service, aux tarifs pour les habitants à l'avenir, à l'emploi local et à la transition énergétique du territoire. Je tiens d'abord à rappeler que je ne suis pas opposé au principe même de la SEM. Bien au contraire, j'ai moi-même proposé cette évolution dès 2021 au sein de ce conseil municipal, intervention qui avait été relayée par voie de presse. C'est une transformation importante, lourde de sens, car elle marque un tournant dans la gouvernance de notre outil énergétique local. Si la régie évolue, cela signifie que les choix pour son développement devront désormais se faire à plusieurs. C'est un changement de paradigme. Mais dans ce contexte, je m'intéresse à la délibération que vous nous présentez et je ne comprends pas le choix qui nous est présenté aujourd'hui. Céder 15% du capital. Pourquoi 15%? La minorité de blocage à l'Assemblée générale est bien plus élevée. Nous aurions donc pu céder davantage de capital sans pour autant perdre le contrôle stratégique de la régie. Ce choix nous prive de recettes immédiates supplémentaires, alors même que la vente de ces 15% génère déjà, d'après les documents que vous nous avez présentés, 4 millions, c'est égal 4 923 000 euros, c'est-à-dire 1 641 000 euros par tranche de 5% cédés. La ville aurait donc pu céder davantage de capital, jusqu'à 33% ou un peu moins, sans perdre le contrôle, tout en augmentant ses recettes immédiates et en diversifiant les partenaires.
Surtout, désormais, nous partagerons les décisions, mais donc nous partagerons aussi les dividendes. Ce sont donc, à contrario, effectivement, des recettes en moins pour la ville, en fonction de ce que nous déciderons collégialement avec les nouveaux actionnaires. Je m'étonne également sur la composition de l'actionnariat. Quel intérêt d'avoir fait le choix d'ouvrir le capital uniquement à des établissements locaux de distribution d'électricité? Vous avez cité UEM, Électricité de Strasbourg, Gaz de Bar. Pourquoi aucune banque? Pourquoi aucun partenaire financier, alors que cela aurait pu nous ouvrir d'autres perspectives en matière d'investissement? Et pourquoi 3 partenaires pour seulement 15%? Nous travaillons déjà depuis longtemps avec UEM dans le cadre de la solution e-fluide. Pourquoi ne pas avoir approfondi ce partenariat unique plutôt que de le diluer? La diversité des profils d'actionnaires entre ELD et acteurs financiers que j'avais sollicité auprès de vous aurait été un atout. Aujourd'hui, nous avons 3 ELD, aucun partenaire financier et donc aucun partenaire capable de nous accompagner dans la stratégie d'investissement à long terme. Autre point d'attention, la politique tarifaire sera donc désormais discutée avec nos partenaires actionnaires. Il sera donc plus difficile de garantir des tarifs avantageux pour les habitants face à des partenaires qui, légitimement, chercheront la rentabilité avant tout. C'est un risque réel pour le pouvoir d'achat des Naboriens, qui certes peut être compensé par certains avantages que le statut de la SEM peut nous offrir. Je veux rappeler que l'outil, parce que c'est bien ça, l'outil que nous créons aujourd'hui, devra relever de nombreux défis. Garantir un service public efficace et de qualité, assurer la pérennité de l'activité et du cadre de travail pour les salariés, investir dans la transition énergétique de notre territoire, tendre vers une politique tarifaire abordable pour ne pas nuire à l'attractivité de la ville, et désormais, plus qu'avant, être rentable. La SEM verra le jour le 1er janvier 2026. Le renouvellement municipal aura lieu en mars de la même année. Ce seront donc logiquement les nouveaux élus, quels qu'ils soient, qui auront la charge de définir la stratégie de développement et la politique tarifaire de la régie. Enfin, la dernière question qui aurait pu être la première, que va-t-on faire du pactole? La vente de 15% de la régie municipale va apporter près de 5 millions d'euros de recettes à la ville. C'est une somme assez considérable. Mais à aucun moment dans cette délibération, il n'est précisé ce que la municipalité compte en faire. Cette absence de transparence est problématique pour moi. Va-t-on réinvestir cet argent dans la transition énergétique, dans la modernisation des réseaux, dans la rénovation thermique des bâtiments publics, dans l'enfouissement des réseaux? Ou bien cette recette exceptionnelle servira-t-elle à financer les projets pharaoniques de la majorité, souvent coûteux et déconnectés des priorités du quotidien? Si l'intention est là, c'est niette. Ce capital provient d'un bien public, d'un outil historique au service des habitants. Il doit être utilisé avec responsabilité et dans l'intérêt général, et non pour alimenter des dépenses de prestige. À cet égard, je le dis clairement, la vision portée par l'opposition municipale sera bien différente de celle mise en œuvre pendant ce mandat. Pour toutes ces raisons, et considérant le flou et l'incohérence qui pèsent sur certains choix que vous nous avez présentés aujourd'hui, je m'abstiendrai sur cette délibération. Je vous remercie. Bon, ça fait beaucoup. Oui, je réponds et je vous donne la parole, M. Wojciechowski. Oui. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vous avoue que je n'ai pas tout retenu, mais je vais essayer de répondre à quelques-unes et le directeur d'énergie se complétera. Alors, je vais commencer par la dernière question. Les 15% en numéraire qui sont de 5 millions et quelques, dont vous avez cité, ils ne viennent pas à la ville. Si vous avez bien lu la délibération, ils viennent à la nouvelle société. Ah non. Et j'ai dit tout à l'heure, on ne vend rien. On fait une augmentation de capital de la société. Donc voilà où va l'argent. Mais non, je vous ai répondu. Vous dites l'argent va à la ville, qu'est-ce que vous allez en faire? Et moi je vous réponds, l'argent ne va pas à la ville, elle va à la société SEML Energies. La réponse est claire, mais c'est marqué déjà. Pour en faire du développement. On fait une augmentation de capital. Alors,
Vous avez vu également que dans la délibération, il y a eu des commissions réunies et vous étiez, vous, le groupe d'opposition, tous absents. Et il y avait là aussi l'occasion de poser toutes les questions. On vient au conseil municipal délibérer après sur l'ensemble. Mais en toute transparence, tout a été expliqué. Voilà. Je vais... Monsieur Atmania, je ne vous ai pas coupé la parole tout à l'heure. Alors, j'ai noté quand même que vous dites qu'à l'UM, on aurait pu ouvrir un peu plus de capital. Ah, moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, dans ce que vous avez dit. Voilà. Bon, ce n'était pas notre choix, parce que on a pensé que l'ouverture au même taux pour les trois, et les trois ELD se complètent avec des expériences et des compétences un peu spécifiques, chacune les unes aux autres. Donc, voilà. Alors, vous êtes plutôt favorable à dire, alors si je prends vos propos, mais pas les miens, à vendre davantage, et je prends les miens à augmenter davantage, écoutez, on est à 15%, c'est le minimum. L'important, c'était de le faire, et de le faire au plus... Alors, pas trop tard. Quand je dis trop tard, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vais y revenir. Parce que si on ne le fait pas maintenant, bientôt il sera trop tard. Et quand on sera devant le fait accompli, on dira « mais on n'a rien fait ». Eh bien, nous prenons nos responsabilités. Mais vous avez raison, quand on a perdu l'eau et l'assainissement, si on avait créé la SEML, si je ne me trompe pas, avant 2020, on n'aurait pas perdu l'eau et l'assainissement. Donc, il aurait fallu le faire bien avant. Voilà. Mais nous rattrapons le retard. La qualité du service public ne change pas. Le prix pour le client ne change pas. On est au prix réglementé, au tarif réglementé de vente. Donc, il n'y a pas de changement. C'est en toute transparence avec les clients. Donc, voilà. Mais vous connaissez très bien le mécanisme et je m'étonne de vos questions. Voilà. Alors, quelque chose que je voudrais rajouter, je donnerai la parole à M. Wojciechowski. Le fait d'avoir une SEM et que ce n'est pas le conseil d'administration qui a la main complète va quand même limiter un petit peu une aspiration financière qui avait été faite jusqu'à présent. Et je prends, par exemple, si je le prends là, quelques chiffres, 3-4, pas plus, je ne vais pas être long. De 2002 à 2020, la municipalité a absorbé d'Energis 26,71 millions d'euros. 26,71 millions d'euros. Voilà. Ça, ce sera plus possible maintenant. On va être dans une gestion beaucoup plus rigoureuse et on pourra, quelle que soit la municipalité qui arrivera, pourra plus le faire. Donc, la énergie sera plus la vache à lait d'une municipalité, quelle qu'elle soit. Ça, c'est acté, c'est clair. Et je rappelle quand même que la décision, alors vous étiez pour, et vous l'avez bien dit en 2021 et en 2022 sur les réseaux sociaux, évidemment vous êtes pour et il faut le faire. Alors ce qu'il y a avec toutes les tâches qu'on a à faire depuis qu'on est élu, ça a accéléré lorsqu'il y a eu la crise énergétique, vous en avez parlé un petit peu je crois, et je vais vous donner le résultat de l'exercice 2022. Je ne reviens pas sur l'AREN et tous les débats qu'on a déjà eus et la perte d'énergie à ce moment-là. L'exercice 2022 sur l'électricité était de moins 4 038 341 euros déficitaire. Et je tiens encore à remercier le directeur et l'ensemble du conseil d'administration qui ont fait en sorte que la régie se redresse. Parce que je vais vous raconter une petite histoire. La régie est en déficit. Qui c'est qui vient combler? Qui c'est qui vient mettre au pot? Le garant, c'est la ville. Vous croyez qu'à cette époque, la ville aurait pu mettre au pot avec les dettes qu'on avait? Et encore aujourd'hui, on n'aurait pas pu. Qu'est-ce qui se serait passé? Dépôt de bilan? Vente d'énergie pour 3 fois rien, et voilà le résultat. Mais non. Et la tutelle pour la ville. Donc, on n'est pas dans cette situation aujourd'hui. Voilà. 5 ans de travail, parfois 5 ans de galère, mais nous l'avons fait. Personne ne l'a fait, nous l'avons fait.
Voilà. Monsieur Olszewski, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Simplement, je voudrais simplement dire que je voterai finalement ce point, c'est bien évidemment. Je crois que c'est une véritable logique, en tous les cas celle de développement. Ce que je souhaite, c'est finalement y mettre bien sûr 3 souhaits. On va devoir finalement avoir des stratégies communes, de belles stratégies, j'espère, avec les 3 ELD, de façon à garantir bien évidemment la qualité de service, qui a toujours été finalement quelque chose de fort qu'on souhaitait, et surtout, bien évidemment, et vous le comprendrez bien, monsieur le maire, un prix de l'électricité qui soit favorable à nos habitants et surtout favorable à nos industriels qui doivent finalement s'implanter avec une régie efficace. Et je tiens beaucoup finalement qu'elle le soit et qu'elle le devienne. En tous les cas, je serai favorable finalement à ce point. Merci à nouveau, monsieur le maire. Bon, j'ai trouvé votre réponse aussi floue que les orientations que vous nous présentez. Vous nous présentez des chiffres de ponction d'énergie entre 2002 et 2020. S'il y a ponction, c'est qu'il y a résultat. Donc il aurait été intéressant que vous nous donniez sur la même période, monsieur le maire, le résultat net de la régie, c'est-à-dire le bénéfice qui a été réalisé sur le cumul de ces années, et à mettre en comparaison avec les ponctions qui ont été réalisées. On peut ponctionner une régie à partir du moment où elle réalise un excédent. Quand elle est en déficit, on ne la ponctionne pas. Vous devriez le savoir, vous étiez adjoint au maire pendant toute la période que vous avez précitée de votre prédécesseur qui vous soutient dans la démarche. Ensuite, monsieur le maire, je crois que vous avez soit fait semblant de ne pas comprendre les remarques que je vous faisais, soit vous avez volontairement répondu à côté. Parce que, encore une fois, vous ne répondez pas sur le fond. Que le capital de la régie, de la vente des actifs soit transformé en une augmentation de capital, cela crée une recette en numéraire qui, certes, va abreuver les comptes de la régie. Et je souhaiterais savoir à quelle fin cette augmentation de capital qui va créer une disponibilité financière va être utilisée. Et donc, je souhaite effectivement avoir des réponses sur ce point. Quant à l'impossibilité, je dirais, que vous avez évoquée pour la ville de prélever, comme elle l'a fait auparavant, des recettes sur la nouvelle SEML. Ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. Un des partenaires financiers que vous faites entrer justement au capital de la SEML, UEM, a versé cette année 9 millions d'euros de dividendes à la ville de Metz. Donc, il sera tout à fait possible pour la SEML demain de faire un versement d'une partie de son dividende à la ville, certes, mais pas qu'à la ville, à l'ensemble de ses actionnaires. Puisque aujourd'hui, quand la ville prélevait, étant propriétaire à 100% de la régie c'est le patrimoine communal, la ville était la seule à être bénéficiaire des dividendes. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi que certes, je ne suis pas contre le principe de l'outil de la SEM. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va en faire. Et c'est effectivement la stratégie. Raison pour laquelle aujourd'hui, non pas je ne vous suis pas sur l'outil, mais je ne vous suis pas sur le flou que vous laissez planer autour du 10 outils. Cela étant, encore une fois, je suis rassuré par le fait que, naturellement, ce sera aux municipalités suivantes de définir, et en accord fatalement avec les habitants, la direction que cet outil-là prendra. Voilà. Raison pour laquelle aussi, je n'ai pas souhaité voter contre. Parce que je considère que la création de l'outil nous donne de l'agilité, nous donne une possibilité d'action. Reste à savoir comment on va l'investir. Pour moi, vous ne répondez pas aujourd'hui à ces questions. Et c'est la différence d'opinion qui m'amène à m'abstenir sur ce point. Ok, je vais vous répondre sur une partie et M. de Flandre complétera sur un autre aspect. Vous avez parlé de ponctions de ponctions qui ont été faites dans le passé. Je vais quand même encore revenir avec un sujet. Vous savez que
en début de mandat, on a pris une délibération pour un moratoire pour rembourser des factures d'énergie non payées à hauteur de, que je retrouve le bon chiffre. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, non, oui. Alors, inclus. Oui, 3 176 000 euros, le moratoire, et on a encore réglé le moratoire précédent pour 529 000, pardon, 529 000 euros, qui nous fait 3,7 millions et quelques. Voilà. Donc, voilà encore ce qu'on a complété. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y aura encore un transit de fonds de finances de la régie de la SEML vers des actionnaires, et 80% vont vers la ville de Saint-Avold. Et c'est d'ailleurs marqué, mais ce transfert sera encadré, ne sera pas validé par un président seul, sera encadré. C'est là où je dis il y a une sécurité, et on en vient. Sera transféré, ce qu'on appelle les dividendes, qui seront fixés une fois que la stratégie de développement économique aura été décidée par le conseil d'administration. Et je laisse là-dessus M. Desflandres compléter. Je voudrais juste expliquer le mécanisme, parce que ça semble être un sujet de l'apport en capital des actionnaire. Ce qui vous est proposé, c'est une augmentation de capital par, vous créez une société de 37 000 euros et qui va avoir une valeur finale de 27 100 000, c'est ce que vous avez dans les documents. Comment ça se fait? La commune apporte dans la société un capital qui est l'actif et le passif de la société, l'actif net de la société d'Energis comme elle est aujourd'hui. Donc, en fin de compte, vous prenez la valeur d'Energis et vous y apportez, pour que des actionnaires puissent rentrer dans cette société, il faut qu'eux-mêmes apportent cette même augmentation de capital qui est faite par la collectivité. D'où ces valeurs de 1,6 million par actionnaire. Ça rentre dans la société comme flux financier, c'est clairement du financier, et ça sert de trésorerie de départ de la société. Voilà à quoi va servir, c'est vraiment la trésorerie de départ de la société, donc, et apporter dans la société l'actif et le passif d'Energis sous forme d'exploitation, et le reste, parce que pour fonctionner, comme on prend l'actif et le passif, on prend les dettes, on prend les emprunts d'Energis, on prend les créances, et donc ça sert de trésorerie de départ. Il faudra dès le 1er janvier pouvoir fonctionner, payer ses factures d'achat d'énergie. Ça, c'est sur le premier sujet. Et sur le deuxième sujet, sur le prix de l'énergie. Alors, il y a deux sujets. Il y a, je pense, le premier sujet, il faut bien séparer la partie offre de marché et offre en tarif régulé. Aujourd'hui, sur Saint-Avold, nous avons fait le choix de conserver des tarifs réglementés de vente. Alors, ça dépend sous quelle perspective on se positionne. C'est des tarifs qui sont fixés par l'État et qui sont lissés sur le moyen terme. Donc, on pense que ça protège le Naborien par rapport au flux qu'on a connu des marchés de l'énergie. Donc aujourd'hui, qu'on soit en SEM où effectivement la politique de choix de ces tarifs peut changer, néanmoins on pourra toujours, parce que ça fait partie de la SEM et c'est dans les DSP, proposer ce tarif réglementé de vente. Il sera toujours proposé. Sur les offres de marché qui concernent à Saint-Avold que les professionnels, effectivement, il y a des stratégies d'achat et de vente. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très concurrentiel, qu'on ne connaît pas aujourd'hui sur Saint-Avold, sur les particuliers, et on ne peut pas se permettre d'avoir des offres exorbitantes, parce qu'on sait très bien qu'on est mis en concurrence par rapport aux autres. Et clairement, la concurrence est très rude, surtout en ce moment, quand les marchés sont relativement stables. On achète tous sur les mêmes zones d'achat. Et ça me permet de rebondir sur les actionnaires. Alors pourquoi il y en a 3? Déjà, c'est 3 ELD. On a voulu effectivement une banque au départ. C'est elle-même qui a décliné. Sur votre conseil, alors réellement, la Caisse des dépôts était intéressée. Elle a vraiment décliné en disant nous, des banques, on n'a pas office à venir participer à un service public. À partir du moment où il n'y a pas carence des privés, on a
peu de raisons de venir. Et alors, pourquoi les trois? C'est les trois qui se sont associés. Alors, les trois là, on avait déjà des contrats. On avait des contrats avec l'UM, on a des contrats avec ES et on a des contrats avec Gaz de Bar. Se sont associés ensemble pour faire une offre. Et je trouve une offre équilibrée. Gaz de Bar, c'est un gazier. Derrière Gaz de Bar, c'est Strasbourg. C'est le plus gros GRD français. Derrière ES, c'est EDF. Donc c'est le plus gros acheteur d'énergie en France. Donc ils pourront nous apporter vraiment de la connaissance. Aujourd'hui, c'est déjà notre fournisseur ES. Hein. Et après, on a UM, qui est également un des plus gros. On a les deux plus gros GRD français, en fait, derrière nous. Et je pense que c'est une très belle carte de visite qu'a Saint-Avold, parce que peu de SEM en France peut se targuer d'avoir dans sa carte de visite ces sociétés-là qui vont nous aider, qui vont vraiment nous aider à nous développer. UM est très performante, notamment dans le développement des énergies renouvelables. Ils ont manifesté un grand intérêt. Exactement. Et les trois ont vraiment fait une offre. C'est pour ça qu'on a pu aligner les offres. On fait une offre commune, réellement. Et en plus, ça nous a montré que on était intéressant pour ces sociétés-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des... Je ne sais pas s'il y avait des compléments sur le sujet, pour rester très technique. Monsieur Atmania, vous avez une troisième fois la parole. Vous voyez, je vais en dehors du règlement du conseil municipal. Vous voyez que je l'ai gentiment demandé et j'ai attendu que vous me la donniez. Alors, effectivement, sur la Banque des Territoires, c'est une banque un peu particulière, vous le savez bien, c'est un organisme parapublic, c'est pas une banque d'ailleurs, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, évidemment, elle n'a pas vocation à se substituer à des acteurs privés quand les acteurs privés peuvent le faire. Mais d'autres acteurs bancaires, privés eux, auraient tout à fait pu être intéressés. Il y en a d'ailleurs qui participent au capital d'autres SEM. Cela étant, la Banque des Territoires a une politique et une stratégie qui dit on ne vient pas, et vous l'avez dit, remplir un service public quand les acteurs publics peuvent le faire. Par contre, on peut venir participer à des projets de développement. Et c'est là encore une fois la petite nuance, mais qui est importante pour moi, que j'ai souhaité exprimer tout à l'heure. Ensuite, bon, voilà, vous indiquez votre choix vis-à-vis des ELD. Moi, je pense qu'effectivement, il y avait d'autres logiques qui pouvaient être suivies de diversification des profils de l'actionnariat. Ce n'est pas la piste qui a été suivie aujourd'hui. Maintenant, je le répète, je vous souhaite de mener une transition sereine d'un statut à l'autre, que ça soit aussi sereinement fait pour les salariés, les agents de notre régie. Et par ailleurs, je dirais, la suite de l'histoire nous dictera l'orientation que la structure prendra, dans un sens ou dans un autre. L'outil, il sera là. Bien, avant de passer au vote, une petite précision quand même encore. La transformation fait aussi, alors Énergie s'en profite. Et là, je remercie les équipes projets qui travaillent dessus depuis plusieurs mois. Et vous l'avez cité tout à l'heure, alors ça fait pas longtemps qu'on a des partenariats avec l'IEM, puisqu'on a la régie est en cours de changement de son système d'information. Donc on va passer, on a souhaité le faire en même temps, puisqu'on passe d'une comptabilité publique à une comptabilité privée. Donc il aurait fallu adapter l'ancien système, et donc on s'est dit on fait un one-shot et on change tout en même temps. Et donc il y a un gros travail de fait. Ce changement on passe sur un outil que développe l'UEM, hein, donc c'est notre partenariat qu'on a depuis un an à peu près, enfin, pas plus, depuis un an. L'outil s'appelle eFluid. C'est l'outil numéro 1 dans la gestion hein, qu'on a. Donc c'est très bien, ils sont proches. Et ça va apporter un plus pour l'usager, puisque en parallèle aussi, la régie est en train d'installer les nouveaux compteurs communicants, et que ça va permettre aussi d'avoir une visu des informations en temps réel, la facturation, les relevés, et voilà, d'avoir des comptes bien spécifiques. L'outil permet tout ça. Donc là aussi, on va apporter un plus à l'usager. Voilà pour ces informations complémentaires. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, Madame Crenard, oui. Alors, je voulais juste revenir... Je voulais juste revenir sur ces fameuses ponctions sur la régie là, entre 2002 et 2020.
elles ont été toutes validées par délibération du conseil municipal, que vous avez validé vous-même. Non? Par le conseil d'administration de la région. Et par la délibération du conseil municipal. Non, dans le budget. Voilà. Dans le budget. Que vous avez même présenté en tant qu'adjoint aux finances. J'étais 1 an et demi adjoint, 2 ans, 1 an et demi adjoint aux finances. 2017, mais c'est Voilà. pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Voilà. Bien. Une autre intervention, Madame Crenat? Non. Non. Voilà. Bien, donc je mets aux voix. Alors, oui. Merci, merci Hervé. Alors, il faut préciser que les membres actuels du conseil d'administration ne participent pas au vote. Donc, il y a moi-même, il y a M. Lirim, il y a M. Lauer, Mme Schweitzer, Mme Bouchenga. Et M. Elfenstein ne participe pas au vote. Non, pas besoin de sortir, on poursuit. Pas de... Ah, ça va aller. Ah. Bien, donc je mets aux voix qui est contre. Abstention. 3 abstentions. Et le reste est pour. Merci. On peut applaudir, hein, c'est quand même... Ah, c'est... Ouais. Merci. Merci, et merci pour les Naboriens, mais aussi pour les salariés d'Energis. Le point suivant dans la continuité qui concerne donc la désignation des représentants au conseil d'administration. Le conseil d'administration de la SEML d'Energis sera composé, comme on l'a dit dans la délibération précédente, de 12 membres, 6 membres désignés par le conseil municipal. Parmi ces membres, les 6, ça représente la moitié du conseil d'administration de la future SEML. 3 membres qualifiés qui sont proposés par le conseil municipal et nommés par l'Assemblée générale ordinaire. Et également, 1 membre proposé par chacun des futurs actionnaires, donc 3 membres qui seront également nommés par l'Assemblée générale ordinaire aussi, de la SEML Énergis. Il convient également de désigner un représentant de la municipalité de Saint-Avold au sein du conseil d'administration, et ces représentants seront également autorisés, en cas échéant, à assurer la présidence du conseil d'administration. Et l'un de ces représentants, donc ces 6, devra également être désigné pour représenter la municipalité au sein de l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, je vous propose de rester dans la continuité des administrateurs qui sont déjà en place, hein, c'est-à-dire moi-même, M. Lirim, Mme Schweitzer, Mme Bouchenka, M. Lauer et moi-même, et de désigner en tant que personnalité et M. Elfenstein, décidément, et M. Elfenstein, et de proposer à l'Assemblée et de vous proposer en tant que personne compétente M. Marc Cazalet, M. Jean-Michel Chambil et M. Jean-Marie Rolles. Bien. En vue de ce qui précède et dans ce cadre, vous êtes donc invités à les désigner, et c'est un vote à bulletin secret. Vous avez eu les bulletins. On va passer avec l'urne, hein, c'est ça? Comme vous y attendez, je vous rappelle mon opposition à ces désignations qui ne comprennent que des membres de votre majorité, que je regrette, puisque je pense que, comme cela se fait pour de nombreux organismes extérieurs, la ville devrait être représentée dans sa structure et dans la SEML de demain par la pluralité des opinions représentées au conseil municipal. Alors, les administrateurs ne votent pas, sauf ceux qui ont une procuration d'un autre élu. Évidemment. Ah oui, c'est vrai. Alors, il est de coutume que le plus jeune et le plus âgé participent au dépouillement. Alors, c'est qui?
Le plus jeune. C'est le plus jeune. C'est Tristan le plus jeune, c'est pas Jean-Michel, non? Non? Ah bah. Bon, c'est. Emirna. Alors, je comble un peu. Hein, je viens d'entendre Raymond disait, et on a une pensée pour lui. Avant, on avait notre Jean-Claude. Donc 9 contre, 11 pour, 2 blancs. Bien, donc pour les résultats, pour 11 voix, contre 9 voix et 2 blancs. Donc c'est adopté. Sur la liste que je vous ai proposée, il ne me reste plus qu'à désigner, à me désigner. Je vous propose de me désigner, moi, comme représentant de la municipalité, à l'Assemblée générale, puisqu'il faut un représentant, comme c'était annoncé dans la délibération. Voilà. Merci. Point suivant, qui concerne la requalification des infrastructures et espaces publics dans le périmètre de l'ORT, avec le plan de financement de la seconde phase de travaux pour l'année 2026 et les demandes de subventions. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération respective, en date du 19 décembre 24 et février 2025, le conseil municipal a approuvé le projet pluriannuel d'aménagement urbain, compris dans le périmètre de l'ORT, et a autorisé Monsieur le maire à solliciter toute subvention pour la première phase de travaux programmés en 2025. Cette première phase, qui est donc la tranche ferme, devant débuter ce mois-ci, donc à peu près vers le 20-25 juillet, pour s'achever au mois de janvier 2026. Il y a lieu dès à présent de solliciter toute subvention pour la deuxième phase des travaux, qui concerne la tranche optionnelle pour la prolongation de la rue Foch, c'est-à-dire l'aménagement d'un parc urbain en lieu et place de la friche Peugeot et l'aménagement du parking des tanneurs. Ces derniers travaux devraient démarrer au mois de février 2026 pour une durée prévisionnelle de 11 mois. Le coût de ces travaux pour la part de la maîtrise d'œuvre comprise est arrêté à 2 694 340 € hors taxe. Donc nous vous présentons un plan de financement pour cette deuxième phase avec un tableau qui récapitule un peu les taux de subvention qu'on demanderait à l'État, donc 20%, région Grand Est 20%, département de la Moselle 20%, agence de l'eau 20% et la ville qui participerait à hauteur de 20% pour un total de 2 694 000. Donc il vous est proposé d'arrêter le plan de financement exposé ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes les subventions avec, donc, et à signer tous les documents permettant la bonne exécution de ce projet. Si vous avez des questions ou des remarques, allez-y, Monsieur Tmania. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Une première question, du moins combinée. Est-ce qu'on a eu des réponses sur les premières subventions qu'on a demandées? Et si oui, à quelle hauteur? Et deuxième question, est-ce que les dossiers de subvention que vous indiquez ici ont déjà été déposés? Alors, pour la première phase, donc, on a fait la demande exactement à l'État, région, département. On a eu le retour de l'État, qui est sûr. C'est 325 000 € qui est déjà accordé par l'État. Les autres institutions sont en train de traiter les demandes. On n'a pas encore de réponse. Mais c'est en cours, ça va tomber. La région nous a donné un avis favorable. Ouais, il me semble que le département aussi a délibéré, je crois, et on attend peut-être la réponse. Voilà, on attend la réponse officielle, mais ça ne devrait pas tarder. Et pour la deuxième phase, on attendait la délibération pour envoyer les demandes. En tout cas, c'est bien parti avec la région. C'était le seul, quoi qu'un peu, qui bloquait, mais ça s'est débloqué. Ouais, je suis quand même assez étonné, alors que l'État ait répondu, c'est bien, même à moindre hauteur par rapport à la demande. Je suis assez étonné par rapport au département, puisque dans mon esprit, dispositif Ambition Moselle s'est clôturé. La dernière délibération du mandat aura lieu pour attribuer les subventions au mois de septembre, et elle ne sera réouverte que quand les
deniers qui ont été accordés seront dépensés par les collectivités. Donc je suis assez peu optimiste, mais Alors, on l'est, pourquoi? Parce que j'ai reçu le président Biden qui nous a confirmé sa volonté de bien nous soutenir, et vous savez, avant d'avoir les subventions, on n'a pas le droit de démarrer les travaux, mais donc il nous a quand même confirmé par un courrier comme quoi il nous soutenait à une bonne hauteur. On verra là. C'est décidé, on verra leur délibération, leur réponse, et qu'ils nous ont bien sûr confirmé qu'on pouvait démarrer les travaux. Est-ce que vous pourriez, monsieur le maire, à l'avenir, nous faire, dans le compte-rendu des décisions qui sont prises et que vous nous faites à chaque conseil, nous mettre les subventions qui sont obtenues par la ville entre deux conseils? Oui, s'il y a lieu qu'elles y soient, bien sûr. Je pense que c'est important de savoir aussi, puisqu'on valide des demandes de subventions, mais c'est aussi bien de savoir quand ça rentre. Alors c'est un point qui s'appelle, mais à vérifier, hein, je ne veux pas polémiquer là-dessus, il n'y a pas de sujet, ça s'appelle quand même décision prise par le maire. Le maire, dans ce cas-là, prend aucune décision. Il acte la décision de ceux qui subventionnent. Pas d'autres questions. Je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur Le Tulier. Maintenant, pour nos commerçants, avec cette convention avec l'Association des commerçants pour la braderie du 30 août 2025. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant la braderie des commerçants de rentrée qui aura lieu le samedi 30 août 2025, donc on a établi une convention entre la ville et l'Association des commerçants pour l'organisation de cette braderie. La ville de Saint-Avold a la volonté de soutenir toute action permettant la revitalisation du centre-ville et le renforcement de l'attractivité commerciale en général. Dans ce cadre, il vous est proposé de collaborer avec l'Association des commerçants et artisans de Saint-Avold, à Casa, représentée par son président, M. Soloviov, afin d'organiser une braderie des commerçants sédentaires et non sédentaires dans les rues du cœur de ville le samedi 30 août 2025. La commune mettra à disposition de l'association une portion de son domaine public, à savoir les rues Hirschauer, de la Salle, de la Mercel et partiellement la rue des Américains, ainsi que les places de la Victoire, Colin et la place Saint-Nabor. Il y a une erreur sur le document, donc c'est pour ça que je ne cite pas la place du marché, ce ne sera pas sur la place du marché. Et ce, à titre onéreux, à savoir à 2 € le mètre linéaire de stand. Les commerçants sédentaires de Saint-Avold sont exonérés des frais d'emplacement. Au vu de ce qui précède, il est demandé à votre Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à mettre à disposition de la CASA une partie de son domaine public pour l'organisation d'une braderie des commerçants qui aura lieu le samedi 30 août 2025 et à signer la convention ci-jointe à intervenir entre les deux parties. Je tiens à préciser, vous avez eu une nouvelle convention, il y a eu un petit changement au niveau du périmètre suite à la réunion organisation et sécurité qu'on a eue cette semaine. C'est pour cette raison que vous avez eu un nouveau modèle sur votre table. Mais ça fait c'est que les rues qui changent. Hein. Si vous voulez, je peux vous les reciter, mais bon, je pense qu'à mon avis, c'est indiqué clairement dans le projet de délibération. Y a-t-il des questions? Merci. Donc, tout simplement, ce qui sera bien lors d'une prochaine délibération, lorsqu'il y aura une nouvelle convention avec la CASA, qu'on ait à nouveau un bilan financier et d'activité 2024, tout simplement. Tu vas, monsieur le maire? Ouais, je réponds comme tu veux. Je te laisse l'honneur, le privilège. C'est une très bonne question, monsieur Chalal. Effectivement, nous avons réclamé les bilans en retard de l'Association des commerçants. Donc, monsieur le maire a insisté à plusieurs reprises, a fait des courriers. Donc, ils ont actuellement leur trésorier qui a eu un problème de santé, qui était absent. Donc, ce trésorier a été reçu par monsieur le maire cette semaine et nous a garanti qu'il nous allait nous transmettre les bilans
en retard. En l'occurrence, le bilan 2024, parce que bon, c'est une association qui est soumise à TVA, donc comme une société, et normalement, le 15 juillet, ils auraient dû transmettre. Donc, ils vont demander une petite autorisation, mais c'est aussi le comptable qui est aussi apparemment en retard. Enfin bon, bref. Mais ça a été exigé par Monsieur le maire et réexigé par Monsieur le maire, et nous attendons fermement ces bilans, parce qu'il est important de savoir effectivement où va l'argent public. Merci. De rien. Voilà. Oui, monsieur le maire, je m'interrogeais juste parce que je voyais, mais c'est peut-être dans la première convention, que le signataire pour la CASA, c'était indiqué monsieur Soloviov, mais j'ai lu par une indiscrétion dans la presse qu'il avait souhaité se dédire de son mandat de président des commerçants pour se consacrer à une autre activité. Donc, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux d'indiquer simplement Monsieur le Président de la CASA, quel qu'il soit. Oui, je pense que vous avez raison. Après sauf erreur de sa part, pas de ma part, de sa part, c'est qu'il démissionne avant septembre, parce que la convention doit être signée avant septembre. Donc il sera encore président au moment de la signature. Donc d'après les dernières informations que nous avons, il est question que l'Assemblée générale de la CASA soit organisée la deuxième quinzaine de septembre. Donc c'est à ce moment-là qu'il y aura un passage de relais. Ça, c'est ce qui a été annoncé par le président Soloviov et d'ailleurs aussi discuté avec quelques membres de son comité. Donc c'est annoncé une assemblée générale avec une passation de pouvoir, donc un retrait, une démission du président. Donc, je reviens juste, la convention sera signée bien avant la réalisation de la braderie qui a lieu le 30 août. Donc, ce sera toujours M. Soloviov qui sera président. Donc, on soumet donc cette délibération au vote. Qui s'abstient? Non, qui est contre, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci à l'unanimité. Merci, Monsieur Le Tillier. Le point suivant, le point numéro 5, avec une nouvelle convention et subvention pour 2025 pour l'Institut d'éducation motrice, l'IME de Saint-Avold. Et c'est Madame Eisenbach qui nous présente le point. Merci, Monsieur le maire. APS France Handicap, anciennement Association des paralysés de France, association reconnue d'utilité publique, occupe à titre gratuit les locaux de l'école Émile Huchet, situé 53 avenue principale, pour le dispositif IEM de Moselle-Est. Cette mise à disposition est actée par une convention de 17 janvier 1991. L'établissement comprend 17 places d'accueil de jour pour des enfants de 0 à 20 ans, dont 13 pour des enfants ayant un trouble moteur et 4 pour des personnes en situation de polyhandicap. L'accueil se fait 192 jours par an. Compte tenu du caractère désuet de la convention de 1991, la nouvelle convention vise à la remplacer et à repréciser les éléments concernant la mise à disposition des locaux et du personnel. Depuis septembre 2024, la structure est passée en liaison froide pour des repas délivrés quotidiennement au personnel de la structure et aux personnes accueillies. Cela représente environ 4000 repas servis par an. Cette transition implique des normes et des contraintes supplémentaires à respecter pour le personnel. En outre, l'accueil d'un public composé de personnes handicapées impose également à l'établissement un personnel avec des qualifications déterminées. Ainsi, il a été convenu de ne plus mettre de personnel ville à disposition de la structure, mais de faire participer sous forme de subvention à la rémunération d'agents en charge de l'entretien des locaux et de la restauration à hauteur de 1,5 ETP. Le montant de la dite subvention sera revisé chaque année après la concertation entre les deux parties et soumis à la validation du conseil municipal. Pour 2025, cette subvention s'élève à 55 000 €. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal, après avis favorable des commissions des affaires sociales et des finances, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec l'association APF France Handicap, d'accorder une subvention correspondant aux dépenses de personnel engagées pour l'IEM de Saint-Avold pour l'année 2025. Le montant de la subvention prévue pour l'année 2025 dans la nouvelle convention est de 55 000 €. La totalité des crédits sont inscrits au budget primitif 2025, chapitre 65, article 65 748, fonction 213. Une agente de la ville intervenant malgré tout encore actuellement à mi-temps pour l'entretien de locaux, il conviendra de proratiser et de déduire cette intervention du montant de la subvention versée. En fait, on va
On va verser la subvention en totalité à partir du 1er juillet, parce qu'à partir du 1er juillet, elle ne travaille plus là. Et pour le reste, on déduira de ce qu'eux, ils ont mis en place et ce que nous, on a mis en place. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Merde. J'essaie d'être rapide quand même, t'as vu? Merci Monique pour ta célérité. Je m'interrogeais juste sur une chose, aucun problème sur la subvention évidemment. On a la convention de mise à disposition des locaux, mais dans mon souvenir, quand on subventionne à plus de 23 000 €, on doit avoir une convention d'objectifs et de moyens également. Et là, je n'en vois pas. Et je crois que c'est une obligation légale. Ouais, écoutez, on va regarder, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, et ça, si ça n'a jamais été fait, ouais. Bonne remarque. Et, ben, enfin bon, pas que ça tombe à l'as, quoi. Ouais, ouais. On peut passer au vote maintenant? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Monique. Culture maintenant, avec le syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller Lorrain et la contribution de notre ville pour 2025. Madame Schweitzer. Merci Monsieur le maire. Donc, par délibération du 13 février 86, le conseil municipal décidait d'adhérer au syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller Lorrain et de contribuer financièrement à la gestion de cette structure. Donc, pour mémoire, ce syndicat avait été créé en 1972 pour assurer le développement de la culture à une période où le bassin houiller connaissait un véritable désert culturel. Bon, comme chacun le sait, effectivement, la situation a beaucoup changé et beaucoup évolué ces dernières années. Saint-Avold, tout comme d'autres villes d'ailleurs de la CBHL, propose sa propre programmation culturelle. Et donc, il a été naturellement demandé à la CBHL de nous céder une partie de cet argent qui est versé et qui, au départ, ne servait qu'à la scène nationale du carreau. Et après de grosses discussions, il y a maintenant 3 ans, la CBHL, donc son président, a accepté de nous reverser le montant. Je dirais en fait, c'est une opération blanche. Hein. Donc on paye et on reçoit à nouveau l'argent qui nous sert à nous à alimenter un petit peu notre programmation et à nous aide pour notre programmation culturelle. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé. Donc la contribution à payer par la ville de Saint-Avold pour l'exercice 2025 s'élève à 33 854,64 €. Elle était de 33 918,08 en 2024 et elle est calculée selon, alors comme suit, une part fixe selon la strate démographique de la commune, soit plus de 15 000 habitants. Alors idem en 2024, donc avant que quelqu'un prenne la parole, oui, effectivement, on n'est peut-être plus tout à fait à 15 000 habitants, mais on l'a laissé, étant donné que de toute façon c'est de l'argent qu'on récupère, on l'a laissé comme ça et on fera le rectificatif pour l'année prochaine. Et donc la part modulable en fonction de la population en raison de 0,26 par habitant. Donc aussi, il vous est proposé d'accorder au syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller Lorrain la somme de 33 854,64 € au titre de l'année 2025. Les crédits sont prévus au budget primitif 2025 au compte 65/311-65-73-58. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Monsieur le maire. Merci à vous. Le point numéro 7, avec un avis à donner sur la vente d'une maison d'habitation, 683 boulevard de Lorraine, par le conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Avold-Nabord, de Saint-Nabord. Monsieur Iliam, vous avez la parole. Merci René. En fait, il s'agit de la vente d'une maison qui se trouve au 83 boulevard de Lorraine, qui appartient aujourd'hui au conseil de fabrique de la paroisse, qui ont bénéficié d'un legs. Donc on nous demande l'avis du conseil municipal pour cette vente, étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous à préempter. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci.
transfert de budget, maintenant avec un transfert de compétences de la médiathèque, du budget annexe centre culturel au budget principal de la ville. Monsieur Lauer. Merci, monsieur le maire. Alors, considérant que la médiathèque municipale était rattachée jusqu'au 31 décembre 2024 au budget annexe centre culturel en tant qu'activité intégrée au fonctionnement du centre Pierre Messmer. Considérant la volonté de la municipalité de détacher la gestion de la médiathèque de ce budget annexe pour le rattacher directement au budget principal de la ville à compter du 1er janvier 2025, dans un objectif de clarification des circuits de gestion, d'optimisation de pilotage administratif et de simplification de la gestion des ressources humaines et comptables. Considérant que la médiathèque constitue une activité à vocation générale et non d'une activité pouvant être isolée comptablement à la manière d'un service à caractère industriel ou commercial. Considérant que le transfert de la compétence implique également un changement de rattachement budgétaire du personnel affecté à ce service, lequel demeure agent de la collectivité, il est proposé au conseil municipal de transférer la compétence médiathèque municipale rattachée au budget annexe centre culturel au budget principal de la ville à compter du 1er janvier 2025, d'intégrer les crédits afférents à cette compétence au budget principal à compter de la même date, de transférer les biens mobiliers, d'équipements et fonds documentaires affectés à la médiathèque municipale pour leur valeur nominale selon liste en annexe, d'annexer la liste détaillée des biens concernés accompagnés de leur évolution en valeur nette comptable à la présente délibération, de dire qu'aucune compensation financière ne sera versée pour les fonds documentaires ou pour le fonds documentaire, d'affecter désormais au budget principal les agents actuels rattachés à la médiathèque fonctionnellement et budgétairement selon la liste en annexe, de dire que le transfert d'actifs fera l'objet d'écriture comptable adéquate entre les deux budgets de la collectivité et enfin d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les opérations nécessaires au transfert patrimonial des biens concernés et à signer tous les documents afférents à la régularisation comptable. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, monsieur le maire. Merci. Merci Pascal. Le point suivant concerne le sport avec le financement du poste du directeur sportif du judo club et discipline associée de Saint-Avold en charge des activités sportives de la commune et signature d'une convention de partenariat entre la ville et l'association. Madame Spire. Merci, monsieur le maire. L'Agence nationale du sport, dans le cadre de sa campagne emploi, encourage la professionnalisation du mouvement sportif par le soutien à la création d'emplois sportifs au sein des associations sportives agréées. Dans cette démarche, l'État s'engage à financer une partie du coût dans un plan de consolidation de l'emploi sportif sur une période de 3 ans, soit une aide pluriannuelle de 36 000 € répartie proportionnellement sur 3 ans, soit 12 000 € par an. Dans le cadre de la politique sportive, la ville de Saint-Avold entend développer des actions partenariales innovantes avec les associations sportives dont le projet a notamment pour objectif de développer et de pérenniser la pratique sportive, de contribuer au dynamisme associatif de la commune, de développer le nombre de pratiquants, de favoriser l'insertion des jeunes au travers d'actions inclusives et de créer une dynamique d'identification du territoire. Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de s'associer au projet présenté par le judo club et discipline associée Saint-Avold et d'octroyer une aide financière complémentaire à celle de l'État destinée au financement d'un poste de directeur sportif en partenariat avec le SDGUIS, et ce pour une durée de 3 ans. Les termes du contrat de travail signé entre le cadre sportif et le club prévoient les missions suivantes. Encadrement et animation des séances d'entraînement de judo et discipline associée, programmation et animation de stages de judo et discipline associée, gestion administrative du club, animation de séances de judo et discipline associée dans le cadre du sport à l'école, animation de séances de judo et discipline associée dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs et de dispositifs municipaux, implication dans le cadre de divers autres événements sportifs. Le plan de financement du poste est présenté ci-dessous. La municipalité 32 600 €, le SDGUIS 12 000 €, le judo club 679 € pour un total de 45 279 €. Considérant l'intérêt général et local du projet du judo club et discipline associée Saint-Avold, après l'avis favorable des commissions des sports et des finances, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs s'y annexés, d'approuver l'attribution au judo club et discipline associée Saint-Avold à partir du 1er septembre 2025 d'une subvention annuelle de 32 600 € dont les versements sont prévus comme suit. Pour 2025, un tiers de 32 600 €, 4 mois, de septembre à décembre, soit 10 867 €. Pour 2026, 32 600 € couvrant les 2 tiers de la saison sportive 2025-2026 et un tiers de la saison sportive 2026-2027. Pour 2027,
32 600 € couvrant les 2 tiers de la saison sportive 2026-2027 et 1 tiers de la saison sportive 2027-2028. Et pour 2028, 2 tiers de 32 600 € de la saison sportive 2027-2028, soit 21 703 €. Les crédits sont prévus au budget 2025. Avant de demander s'il y a des questions, j'ai une réponse à votre question, Monsieur Atmania, concernant le règlement intérieur du judo club qui a bien été établi en collaboration avec eux. Y a-t-il des questions? Je vous remercie pour votre réponse à ma question du précédent conseil municipal. Alors évidemment, je n'ai pas d'objection au financement du poste que vous nous proposez. Je pense que c'est d'ailleurs complètement sain de nouer des liens de long terme avec nos clubs et avec les cadres sportifs de nos clubs. On le fait avec un certain nombre de clubs à différents niveaux. Je pense par exemple au tennis de table où on finance un peu le cadre technique, mais à une hauteur de 400 € par mois. On intervient, je crois, au tennis. On intervient de façon différente sur le foot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait de la transparence vis-à-vis des associations sportives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon impression est que nous intervenons d'opportunités ou à la demande des structures et que nous n'avons pas de cadre établi sur le financement de postes ou le cofinancement de postes par la ville dans le cadre de la création d'emplois sportifs, qu'ils soient des cadres techniques, des emplois de direction ou des emplois administratifs. Je pense que c'est une mesure d'équité vers laquelle il faut se diriger parce que, évidemment, chacune des demandes peut être traitée en fonction de l'impact, de l'envergure du club, mais il faut quand même essayer de fixer un seuil qui soit clair pour tout le monde. À partir de combien de licenciés on finance? À partir de combien d'enfants ou de sportifs encadrés par le poste créé on vient soutenir? Sur quelle durée? Sur quel montant? Comment est-ce qu'on définit ces critères-là? Aujourd'hui, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de marbré. Et donc, on arrive à une différence de traitement entre certaines structures. Donc, il y en a qui n'en bénéficient pas du tout, parce que c'est aussi pas forcément leur volonté. On peut vouloir faire du loisir sans avoir de salarié dans une association. Avoir un salarié dans une association, c'est de l'administratif, de la gestion, de la trésorerie à avancer, à recevoir. Il y a des clubs qui en perçoivent, mais de façon limitée sur du remboursement d'indemnités ou petits frais donnés à des cadres techniques. Et puis il y a des clubs sur lesquels on apporte une aide de long terme ou de moyen terme au moins aux emplois sportifs. Et je pense aussi à ceux qui encadrent une section sportive, où là aussi on vient soutenir les clubs pour l'encadrement dans les sections sportives. Voilà, donc c'est plus un souhait que je voulais exprimer ce soir, d'avoir un cadre défini avec des critères qui permettent à chacune des structures associatives et plus particulièrement sportives de savoir quand est-ce qu'elles peuvent déclencher finalement l'opportunité du financement d'un poste. Je vous remercie. Merci pour cette remarque. S'il y a d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. merci beaucoup. Le point suivant avec une régularisation d'une délibération portant sur la création d'un emploi permanent. Madame Guérin. Donc, vu l'article L313-1 du Code général des collectivités territoriales qui impose que chaque emploi soit créé par l'organe délibérant, considérant la nécessité de régulariser à la demande de la Trésorerie et du Centre de gestion de la Moselle les emplois permanents occupés actuellement par des agents contractuels, considérant les crédits inscrits au budget primitif 2025 et l'inscription au tableau des effectifs, cette délibération est à caractère rétroactif, ici toléré, afin de régulariser la situation de chaque agent, afin de créer des postes permanents occupés, en précisant la filière, le cadre d'emploi, la catégorie, l'intitulé du poste, le nombre de postes,
La quotité de travail, le cas échéant, si l'emploi peut être pourvu par un contractuel. Donc, il est proposé aux membres de l'Assemblée d'adopter la proposition et l'autorisation et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la régularisation en créant les emplois permanents désignés 6 juin en annexe et à signer tous les documents relatifs. Donc, vous avez le tableau qui suit avec en fait toute la liste des contractuels actuellement donc, dans nos effectifs. Et donc, très prochainement, viendra la même chose avec l'ensemble des titulaires. Qu'est-ce que vous avez des questions? J'ai pas bien compris la délibération, en fait. En quoi est-ce qu'on vient régulariser? Parce que là, vous nous mettez des postes, j'en vois quand même 109. Ouais. Donc, actuellement, ces postes, ils existent tous, mais ils n'étaient pas répertoriés. Donc, on avait l'habitude d'embaucher et de régulariser ça par le tableau des effectifs que je vous présente à chaque fois. Mais donc là, il y a juste le grade et on supprime et on ouvre les postes. Mais on doit avoir ce tableau à jour dans chaque collectivité, ce qui n'était pas fait actuellement. Et on rajoute quoi par rapport au tableau des effectifs? Là, vous avez exactement le... Les postes, ils sont créés. Les postes, mais là, si vous voulez, ils sont presque nommés. Là, on a enlevé le nom... c'est la fonction. C'est la fonction et tout le détail. Et là, on a enlevé les noms. Mais si vous voulez, à la RH, il y a tous les noms derrière, quoi. OK. Oui, voilà. C'est en fait une cartographie exacte de la... Tu peux parler aussi... Voilà. Donc après, ça s'accompagnera des fiches de poste, mais ça en découle. Mais là, on nous a bien obligés à le faire. Oui, en fait, c'est un listing par métier. Le tableau des effectifs est détaillé avec les métiers de chacun. Les métiers et même la personne qui l'occupe. Oui, mais moi, j'ai pas la personne. Oui, là, mais le but, c'est d'avoir vraiment, de savoir qui fait quoi. Hein. OK. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Madame Guérin, vous gardez la parole pour une délibération qui concerne l'ARH encore sur un service de mission d'intérim et territoire du centre de gestion du département de la Moselle. En fait, on a déjà, je fais juste un petit préambule, on avait déjà pris cette délibération, mais il faut la renouveler à chaque fois. Et pourquoi on la renouvelle aujourd'hui? C'est lié à un certain nombre de charges de travail qui vont arriver, ponctuelles. Hein. On a parlé d'énergie. Il y a des transferts de compétences, il y a des transferts vers le comptable, et donc il faut préparer, il y a du travail en amont à faire, d'énergie vers la ville et de la ville vers la SEM après. Il y a le logiciel finance qui va être changé, donc il y a une surcharge de travail qu'il faudra compenser par de l'emploi temporaire. Voilà. Madame Guérin. Ok, donc il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. C'était déjà bien. Donc on avait déjà pris la délibération en septembre 2021, mais effectivement, si vous regardez la convention derrière, elle a expiré. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Je trouve que une fois qu'on l'a pris, on l'a pris. Quoi. Oui, mais c'est pour... là, tu dis bien des urgences et tout. Voilà, donc... les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Donc, pour assurer cette continuité de service, Monsieur le maire propose d'adhérer au service mission intérim et territoire mis en œuvre par le centre de gestion de la Moselle. Donc, le maire présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de personnel contractuel à titre onéreux dans le cadre des missions temporaires pourront être adressées au centre de gestion. Donc, il vous est proposé d'approuver la convention, d'autoriser Monsieur le maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le président du centre de gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents, d'autoriser Monsieur le maire à faire appel, le cas échéant, au service de mission temporaire du CDG 57 en fonction des nécessités de service. Les dépenses nécessaires liées à ces mises à disposition de personnel par le centre de gestion seront imputées au chapitre 012. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Madame Guérin. Le point suivant
que va vous présenter Monsieur Letellier. Je voudrais juste faire un petit préambule, mais il va en parler. On avait pris une délibération pour faire un test sur la zone bleue. Donc on passait d'une gestion des parkings par horodateur à 1 heure gratuite à une zone bleue à 1 heure gratuite. La différence, c'est beaucoup plus simple de gérer le disque pour certaines personnes que d'aller à l'horodateur et voilà, taper son numéro d'immatriculation. Et voilà. Donc, l'intérêt, l'objectif reste toujours le même. Hein. Il faut une rotation rapide. Plus il y a de rotation, plus il y a de clients, et c'est bien ça. Alors, on a fait une petite enquête. Hein. Il y a une centaine de résultats. Pour la faire rapide, environ 40 sur les 100, il y a 40 commerçants qui ont répondu. En ce qui concerne l'amélioration de la rotation, plus de 50 personnes qui ont répondu trouvent qu'il y a une amélioration significative. Il y a également l'impact sur la fréquentation de l'activité commerciale. Près de 60% des commerçants estiment que la mise en place de la zone bleue n'a pas modifié la fréquentation de leur établissement. Par contre, 25% rapportent toutefois que l'évolution a été positive. Et pour finir, en perception des clients, donc là c'est les clients, plus de 60% ont répondu, considèrent que plus de 60% des répondants considèrent que leurs clients ont une opinion plutôt positive de cette zone bleue. Et enfin, 55% pensent que c'est pertinent, que c'est une pertinence à avoir la zone bleue. Voilà. J'ai peut-être pris, comme tout à l'heure, la moitié de la délibération, mais bon, c'était une rapide synthèse de cette délibération. Mais en tout cas, le débat est ouvert pour prendre une décision ensemble. Super, Monsieur le maire, et merci pour ces précisions. Donc, la pérennisation de la zone bleue expérimentale rue Hirschauer et rue Poincaré. Par diverses délibérations du conseil municipal, votre assemblée avait décidé la mise en place du stationnement réglementé sur la voie publique. Ainsi, plusieurs zones ont été définies et avec une durée de gratuité en fonction de la distance d'éloignement de l'hypercentre. Cette mesure avait pour objectif de faciliter la rotation des véhicules aux abords des commerces et ainsi limiter le risque de véhicules ventouses. Par ailleurs, les membres du conseil municipal ont ensuite approuvé la création d'une zone bleue avec une durée de gratuité de 1 heure dans les rues Hirschauer et Poincaré à titre expérimental afin de répondre à la demande de l'association des commerçants ACASA et autoriser le maire à prolonger la durée de l'expérimentation à compter donc du 1er octobre 2024 puis jusqu'au 30 juin 2025. Désormais, au vu de ces 2 phases expérimentales et des résultats de l'enquête que Monsieur le maire vous a présentée, réalisée auprès des commerçants riverains et usagers, il est décidé de pérenniser la zone bleue dans les rues Hirschauer et Poincaré. De vous proposer, voilà, c'est là, j'ai lu la délibération, de proposer de pérenniser la zone bleue, effectivement. Donc voilà, donc je suis désolé. Il en résulte pour établir ces dernières mesures, les usagers devront apposer un disque bleu de façon visible sur l'heure d'arrivée au cas de contrôle par la police municipale, la pose de panneaux de signalisation réglementaire en position verticale, lisible à hauteur de chaque entrée et sortie des rues concernées conformément à la réglementation. La réalisation d'un traçage de larges bandes bleues pour la matérialisation horizontale conformément à la réglementation. Considérant que, devant l'augmentation sans cesse croissante du parc automobile, la réglementation des conditions de stationnement des véhicules répond à une nécessité d'ordre public et d'intérêt général. Considérant que le domaine public routier ne saurait être utilisé uniquement que pour des stationnements prolongés et exclusifs, il y a lieu de permettre une rotation normale des stationnements de véhicules pour faciliter l'accès au commerce par la création de zones bleues à durée limitée. Je tiens à ajouter donc 2 points complémentaires là-dessus. C'est vrai que Monsieur le maire l'a dit, ça simplifie la complexité, ça rend plus simple pour les personnes âgées et les personnes qui sont peut-être effectivement
pas toujours à l'aise devant ces eurodateurs. Et ça facilite aussi l'accès au commerce. Donc il est ainsi demandé au conseil municipal d'approuver la mise en place d'une zone bleue permanente pour une durée maximale de stationnement d'1 heure pour les rues Hirschauer et Poincaré, d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure. Y a-t-il des questions? Ma question porte sur les perspectives d'ouverture ou de réouverture du parking de la Poste. Est-ce qu'on a des... Enfin, est-ce que vous avez une date ou pas? Alors, non, j'ai pas de date, j'ai un espoir. j'ai un espoir. Alors, où on en est depuis sa fermeture, que je rappelle, qui a été recommandée, mais plus que recommandée par la commission de sécurité du SDIS, qui est passée au vu du caractère dangereux. Et donc, il y a un certain nombre de travaux à faire. Les discussions sont en cours avec les copropriétaires. Je vous avoue, et je vais me répéter, mais ça ne fait rien, il faut le préciser. J'avais saisi le tribunal et le juge a mandaté un syndic provisoire, puisqu'il n'avait plus, a mandaté un syndic provisoire qui a du mal à avancer, mais depuis la fermeture, et n'a pas plus avancé depuis, hein, mais les choses ont évolué. Donc, et après discussion avec les deux autres copropriétaires, une sortie est enfin envisageable. Alors, on n'est pas sur les mêmes points, les deux ne sont pas tout à fait en accord, enfin, on n'est pas, mais d'une réouverture rapide. Une société immobilière, mais qui gère des syndics, s'est proposée pour reprendre le dossier. Le connaît, puisque c'était le syndic précédent, pour reprendre le dossier et on va mettre à plat donc, les dettes antérieures et on traitera le sujet en deux phases. Il y a le passé et il y a à partir de là où on tombe d'accord et on réouvre et on partage les frais des travaux, puisque des travaux importants sont annoncés. On avait une première estimation de 100 000 € de travaux. Il semble qu'il faut ajuster et on serait peut-être en dessous. Mais il y a vraiment maintenant une volonté de travailler en sorte qu'on puisse ouvrir. Alors mon espoir, c'est qu'il faut ouvrir pour la fin d'année. Avant la fin d'année, on espère au mois de novembre. Donc le dossier avance, oui. Oui. Oui, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut sur rue Hirschauer et rue Poincaré à partir du moment où ce parking-là est fermé. Il y a des nuisances pour les habitants de la rue de la Montagne qui automatiquement vont chercher d'autres places de stationnement ailleurs et ça n'améliore pas la circulation ou la fluidité du centre-ville. Donc je pense que ça doit vraiment être une priorité. Je vous remercie. Plus d'autres questions? Si, j'ai pas vu. Ah, merci, monsieur. Oui, j'étais pas là quand vous avez parlé. Oui. J'avais proposé de faire 2 heures il y a quelques mois déjà en arrière, une fois. Et quand je relis un peu les réponses, et j'ai relevé une dizaine de fois où les gens demandent à 2 heures. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution, hein. Ouais. Mais quand vous lisez toutes les réponses des personnes qui ont répondu, il y a une demande manifeste d'augmenter d'1 heure à faire 2 heures. Alors, est-ce que ça serait la bonne solution? C'est juste une proposition. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un maximum de rotation. Plus de rotation de véhicules égale plus de business pour les clients de nos commerçants. Donc, nous, on pense commerce. En plus, c'est que la rue Hirschauer et la rue Poincaré. Donc, ils ont du potentiel de stationnement qui est, par exemple, le parking Nouveau Centre, mais ailleurs, quand on reste 3-4 heures, on peut faire marcher un peu avant d'aller au centre-ville. Donc effectivement, l'idée, elle est bonne, mais ça représente, effectivement, tu as dit qu'il y a eu quelques commentaires sur ce sujet-là, mais ça représente que 10%, même pas par rapport au questionnaire, donc c'est pas grand-chose. Mais on revient sur le business. Les commerçants aussi sont des fois inquiets par des mauvais comportements
de personnes qui finalement vont prendre le disque et tourner, comment dire, le disque. Et souvent, même, c'est des commerçants. On aurait même des noms. Voilà. Mais on ne va pas venir sur ces noms-là. Donc, je veux revenir juste par rapport au sujet. Le sujet, c'est effectivement plus de rotation égale plus de clients. En plus, il y a une volonté aussi de certaines catégories de personnes qui ont du mal avec ces horodateurs, qui techniquement, c'est complexe. Donc voilà, on arrive à quelque chose qui est un progrès, qui est un plus pour la ville et un plus pour les commerçants. En plus, l'avis est globalement favorable. Donc on va suivre l'avis favorable par rapport au questionnaire. Donc voilà, donc les gens nous ont dit OK. D'autres questions? Oui, moi je trouve sincèrement que la zone bleue n'apporte pas suffisamment de turnover. Tout ça parce que beaucoup de personnes ne jouent pas le jeu, et notamment pas mal de commerçants. Voilà. Alors, et puis, s'il te plaît, c'est aussi ingérable. Ingérable. Voilà ce que j'avais à dire. Il faudra plus de contrôle, effectivement, et je pense que voilà, c'est difficile contre les mauvais comportements, et les tricheurs, c'est difficile à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il faudra renforcer les contrôles, et puis je crois que la police a mis les moyens pour avoir des personnes supplémentaires pour ces contrôles, donc ça devrait le faire. Y a-t-il d'autres questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Merci Alain. Le point numéro 13, non 14. 14 avec le compte-rendu des décisions prises par le maire. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Alors c'est le point qui coûte le plus cher à la ville, 1 euro. Donc c'est juste pour vous informer qu'on a transféré du chapitre 66 vers le chapitre 65 1 euro. En fait c'est parce qu'il fallait arrondir la TVA pour le paiement de la TVA. On était à 0,68 et il fallait arrondir à 1 euro. Voilà, c'est tout. Bien, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Il nous reste donc le point supplémentaire qui est la vente des billets pour la fête de la bière. C'est Madame Choisir qui présente. Oui, alors effectivement, pour la 3e édition, la ville a souhaité remettre en vente les tickets correspondant à l'Office de tourisme de Saint-Avold, Cœur de Moselle, qui s'engage comme l'an passé à nous reverser les recettes par chèque à l'issue. Donc, les tickets sont vendus au tarif de 8 € en pré-vente du 14 juillet 2025 au 30 septembre 2025 et au tarif de 10 € à partir du 1er octobre 2025 jusqu'au 18 via le site internet de l'Office de tourisme de Saint-Avold, Cœur de Moselle, ainsi qu'au guichet de Place Colin à Saint-Avold. La ville versera à l'Office de tourisme de Saint-Avold, Cœur de Moselle, une commission globale en fonction du nombre de tickets vendus, à savoir 0,50 € par billet vendu. Pour le reste, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. Donc, compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de fixer le prix du billet à 8 € du 14 juillet au 30 septembre, de fixer le prix du billet à 10 € à compter du 1er octobre et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à la vente des billets par l'Office de tourisme de Saint-Avold, Cœur de Moselle. Les frais de commission seront imputés au chapitre 011 et les recettes seront enregistrées au chapitre 70. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2025. Voilà. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Monsieur le maire. Merci Madame Schweitzer. Bien, ce conseil se termine. Voilà, de beaux départs. Des débats, on n'est pas, de temps en temps, on n'est pas d'accord, mais c'est la démocratie. Il faut qu'on s'exprime et qu'on échange. C'est ainsi. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au début septembre et je vous souhaite de bonnes vacances ou un bon repos pour ceux qui ne partent pas. Merci.